la lointaine Amérique a toujours fasciné les Européens. À l'extrémité est du Canada, tournée vers l'Atlantique, une des plus belles baies du monde sépare le Québec du Nouveau-Brunswick. C'est la baie des Chaleurs. Son destin est unique, car c'est d'ici que les Français sont partis à la découverte du Nouveau Monde. À plus de 1000 km de Montréal, la géographie et l'histoire de la baie des Chaleurs se distinguent par leur singularité et leur richesse humaine. Georges Mamelonnet est originaire d'Aix-en-Provence. Il est arrivé au Québec dans les années 70 pour s'installer sur la côte sud de la Gaspésie, à l'entrée de la baie. Quand je suis arrivé il y a 30 ans, j'étais à Montréal, le Québec, mais c'était très différent de la France il y a 30 ans. Le hasard a fait que je sois venu m'occuper d'une auberge ici à côté de Percé, à Grande-Rivière. Et là, j'ai commencé à découvrir la Gaspésie, donc le bord de mer. Et je suis arrivé en plein hiver, donc j'ai tout de suite vu ces panoramas. Et puis, après un petit tour en Floride, en pensant que de vivre au chaud, c'était intéressant, je ne m'avais plus du tout. Donc je suis revenu ici en Gaspésie, puis j'ai décidé de faire ma vie ici. C'est vraiment une vie plus proche de la nature, je veux dire. On est plus proche des éléments, des grands changements de température, des grands changements de climat. Vous savez, quand une tempête de neige, quand il tombe 1 mètre, 1,20 m de neige, là, ben on est bloqué, il faut travailler fort pour pouvoir sortir. C'est assez intéressant. Puis les lumières sont très différentes aussi. Le fait d'avoir neige et glace, ça, c'est différent. C'est quand même un pays, le Québec, qui est très ouvert. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de grands espaces, beaucoup de terrains qui sont avec des possibilités agricoles. Il y a de la place pour le développement, il y a vraiment énormément de place. Puis le cadre de vie est exceptionnel. Au milieu de ces étendues grandioses, cette région extrême du Québec est tout aussi attachante par les rencontres que l'on y fait. Ces gens de la baie, coureurs des mers et des bois, presque tous originaires de France. Ils sont arrivés ici portés par le vent de l'histoire et ils ont choisi d'y rester. Comme Rémi et Pascal, dont les ancêtres ont émigré au Canada il y a près de 4 siècles. Un Gaspésien, là, c'est polyvalent. Durant l'été, on vit avec le tourisme plus. Puis rendu à ce temps-ci de l'année, on profite de la nature. Puis vu qu'on est venu au monde ici, on est habitué à faire un peu n'importe quoi. Un Gaspésien, c'est un menuisier, c'est un plombier, c'est un bûcheron, c'est n'importe quoi. C'est un homme à tout faire. Hop, on y va. Hop. Un peu vers toi. Hop. OK, hop. Nous autres, on s'ennuie de la mer. Pour nous autres, la mer, là, c'est sacré. On a besoin d'avoir la mer, puis on a besoin d'avoir la forêt en hiver. On a toute une histoire ici, nous autres. On est spécial, on est vraiment des Gaspésiens de souche. Mes ancêtres, à moi, ils viennent de la France. Ils viennent de Mortagne au Perche. C'est ça, Mortagne en France, là. Puis, dans le Perche. Puis, Zacharie Cloutier est arrivé en Nouvelle-France en 1634. Donc, soit notre accent, soit qu'on l'a perdu, ou soit qu'on l'a gardé un des deux, là. Puis, Pascal qui est ici, c'est un authentique gros lot. C'est les premiers à avoir eu des camions en Gaspésie. Il y a 4 ans, cette terre-là, c'est une terre qui était en friche. Hein. C'était abandonné pendant des années. Et puis en 4 ans, j'ai quand même... je me suis fait une maison. Je m'établis, hein. Puis je fonde une famille. Parce que ce qui arrive avec nous autres en Gaspésie, il reste plus grand monde. Il reste plus grand monde en Gaspésie. Puis si on n'est pas capable de se parler entre nous autres, on va se ramasser tout seul. Dans cette péninsule glacée, mais pleine de charme, les Français ont révélé au monde dès le XVIe siècle un continent exceptionnel. Car ce sont des navigateurs bretons et des pêcheurs basques qui se sont risqués les premiers le long de ces côtes lointaines. La Gaspésie, c'est une forêt autour de laquelle il y a un ruban de peuplement. Pendant longtemps, il y a eu l'exploitation forestière, jusqu'à il n'y a pas très longtemps.
Il y a encore de l'exploitation forestière, mais c'est diminué de beaucoup, comme la pêche d'ailleurs. Et il faut comprendre pourquoi les pêcheurs européens ont choisi de s'installer ici. C'est que nous sommes tout près de 4 bancs de poissons, 4 bancs de morues importants. Il n'y avait pas de quai, ils s'ancraient au large et puis ils apportaient sur la grève, nous disions la grave, sur la grave, tout ce qu'il fallait pour passer l'été et pêcher. Et ils faisaient la pêche et le traitement du poisson salé séché. On peut dire que la Gaspésie, c'est une presqu'île par la géographie, c'en est une. Mais par l'histoire, ça a été longtemps une île, ça a été isolé vraiment. Et les familles de pêcheurs ici, tout autour de la Gaspésie, avaient tellement de communication avec l'Europe. Donc, l'Europe était plus proche d'une certaine façon que Québec et Montréal. Jacques Cartier était parti de Saint-Malo bien décidé à découvrir la route de la Chine. En juillet 1534, après plusieurs semaines en mer, le navigateur explore cette immense baie qui se termine par la rivière Ristigouche. Il la baptise Baie des Chaleurs. Y plante une croix et au nom du roi François Ier prend possession du Canada. Ici vont se nouer les premiers contacts entre Amérindiens et Européens. Jacques Cartier et ses marins n'ont pas découvert l'or, les épices et la soie de l'Orient. Sans le savoir, ils ont trouvé le Nouveau Monde et ses trésors immenses. Une profusion de vie et des richesses naturelles convoitées par les grandes puissances et qui changeront le cours de l'histoire. La baie des Chaleurs, ça a 3000 km de superficie. C'est divisé, si on prend la topographie sous-marine, en 2 bassins. Si on trace une ligne imaginaire entre Bathurst et Bonaventure, on se retrouve avec un bassin ouest dont la profondeur est d'environ 60 à 90 mètres en moyenne, alors que le bassin est a seulement une trentaine de mètres de profondeur et ça remonte progressivement vers la rivière Restigouche, là-bas dans le fond. Une particularité aussi, le courant de Gaspé, qui est un courant froid en provenance du Golfe Nord, arrive dans la baie des Chaleurs, longe la côte ici du côté du Québec et fait demi-tour et là longe la côte du Nouveau-Brunswick. Ça veut dire que le courant de surface général dans la baie des Chaleurs se fait dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est un courant riche, le courant de Gaspé, un courant avec beaucoup d'éléments nutritifs qui apporte une grande richesse biologique. La baie des Chaleurs, ça a été nommé parce que justement c'était une belle journée comme aujourd'hui, mais en fait ça aurait dû s'appeler la baie des Morues parce que c'était véritablement là, une grande abondance. Aujourd'hui encore, les eaux de la baie nourrissent de très nombreuses familles de pêcheurs. Même si la morue, prélevée en moindre quantité, a laissé la place aux crabes, aux homards ou ici aux moules. Au large de Carleton, Éric Bugeaud a trouvé une méthode originale pour les élever, sur des balises immergées. Qu'on a développé, dire bon ben, on met des choses à l'eau, puis on les laisse là, puis ça grossit là-dessus. C'est sûr que le temps de production est peut-être de 12 à 8 mois, de 8 à 12 mois de plus long que la mise en boudin. Il faut qu'il y ait beaucoup moins de manutention, beaucoup moins de main-d'œuvre à mettre dessus. C'est bien, les moules sont là, la récolte est bonne. Et on devrait avoir une bonne saison. Un premier bond de 15 000 ans en arrière nous permet de comprendre pourquoi les eaux de la baie sont si riches. On a la baie dans notre... Car les Appalaches, les plus vieilles montagnes du monde, la protègent des vents nordiques qui soufflent sur le bouclier canadien au-delà du fleuve Saint-Laurent. Ça confirme ce qu'on pensait. On se trouve dans un endroit charnière quant à la géographie d'une époque clé dans la région ici, clé pour la mise en place du paysage, qui est la fin de la dernière glaciation. Donc ça suppose une source de sédiments importante, mais au sud. Et cette source de sédiments, c'est une calotte glaciaire qui occupe tout le Nouveau-Brunswick il y a 15 000 ans à peu près,
Pendant que sur le plateau gaspésien, on a une autre calotte glaciaire qui vient, elle, vers le sud. Donc, c'est un endroit un peu spécial au point de vue géographique. C'était un immense delta dont on a certainement perdu des volumes importants qui sont aujourd'hui dans la baie des Chaleurs. Un nouveau saut dans le passé, de 370 millions d'années, explique la valeur paléontologique de la baie. À Miguacha, d'étonnants fossiles de poissons racontent une page essentielle de la vie sur Terre. On est sur la piste des poissons qui vont plus tard dans l'évolution, en fait, pas plus tard, dans la même période, mais les poissons qui vont aller conquérir la terre ferme à l'origine de tous les autres animaux de la planète. Donc là, on a vraiment un ibouli qui est arrivé ce matin. J'ai trouvé ça ce matin tel quel. C'est nouveau parce qu'il y a énormément plu. Donc là, je vais fouiller les laminites qui sont ici. J'ai même pas eu besoin de la frapper, celle-là. Là, ici, on a un petit morceau d'os d'un placoderme qui est un poisson avec une espèce de grosse armure qui est Botryoplepis. Ce qu'on fait souvent en paléontologie quand on étudie les fossiles, c'est qu'on va mouiller le fossile, comme ça augmente le contraste. Ça remonte au musée, ça va voir Norman au laboratoire pour se faire dégager. Probablement que les morceaux, il est beaucoup plus gros dans la roche. Il fait probablement cette partie-là, puisqu'on voit qu'il y a une espèce de bosse ici, là. Donc Norman va pouvoir voir s'il s'agit d'une nageoire, s'il s'agit de la plaque dorsale ou celle qui est ventrale. Donc c'est vraiment là un procédé qu'on utilise couramment en paléontologie pour faire rehausser les couleurs. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, Miguacha est un musée fascinant, mais aussi un centre de recherche où les savants travaillent sur l'évolution de la vie sur la Terre. 16 000 fossiles inventoriés, 23 espèces de poissons, dont le fameux prince de Miguacha, une découverte essentielle qui a permis aux scientifiques d'affirmer que tous les vertébrés, dont l'espèce humaine, sont issus des poissons. La richesse biologique de la baie remonte à la nuit des temps. La preuve, cette curiosité que l'on retrouve sur la côte gaspésienne, les barachois, de véritables garde-manger naturels. Le barachois, c'est très particulier. C'est un habitat très caractéristique de la baie des Chaleurs, qui est composé essentiellement de 2 barres de sable qui sont formées par les courants littoraux, d'une lagune qu'on voit ici, qui est la grandeur, et un marais salé qui se trouve dans le fond. Ce sont des habitats extrêmement productifs. Donc, les barachois sont des endroits qui, à cause justement de l'abondance, ont attiré au fil de l'histoire autant les Amérindiens avant l'arrivée des Européens, parce que les conditions sont idéales, du soleil, du vent, bonnes conditions. Donc, les premiers produits marins du printemps, c'était véritablement les coquillages. Ensuite venait le capelan, ensuite la morue et tout ça. Et bien entendu, le saumon là, qui fraye un peu plus haut participait à l'abondance de ces milieux-là. La baie des Chaleurs se déploie sur 2 provinces. Au nord, le Québec francophone, au sud, le Nouveau-Brunswick, la seule province bilingue du Canada. Or, c'est paradoxalement ici que nous allons rencontrer les tout premiers pionniers de l'Amérique française, les Acadiens. Je peux dire, voyez-vous, que c'est sûr qu'on est quand même un peuple minoritaire, mais on n'aime pas dire minoritaire parce que c'est péjoratif. On fait partie d'un peuple, le peuple fondateur. On est arrivé ici avant les Québécois, on est arrivé ici en 1604, eux sont arrivés en 1608. Ce sont des Français du Poitou-Charentes qui sont venus ici. Comme moi, mon ancêtre venait justement de la Chaussée, tout près de Loudun, et son épouse venait de la Vendée, de Beauvoir-sur-Mer. Donc j'ai un mélange vendéen et pas de vin. Mais on ne peut pas dire qu'on a toujours été collés sur le Québec. On apprécie nos cousins québécois, mais les Acadiens et Acadiennes, on a un territoire ici et on y tient notre territoire, on est chez nous, on est fiers de notre territoire. Ils sont venus de la mer. Ils sont venus bâtir le pays, les mains nues et sans manière, le cœur à boire l'univers. Ils sont venus de
pirates et de corsaires, fils de Kalfa et d'au-delà, fils de Boussal et de Compas. Les Acadiens ont donc fondé, au prix de bien des sacrifices, le premier établissement français permanent en Amérique. Donat Lacroix, le plus populaire des Acadiens, ne perd pas une occasion de chanter haut et fort ses racines. La mer a été notre survie ici, à la baie des Chaleurs. Moi, j'ai fait ma vie, j'ai grogné mon pain ici dans la baie des Chaleurs, à pêcher le homard, à pêcher le hareng, à pêcher le morue, à pêcher le maquereau. L'hiver, mon père ne travaillait pas, mais, parce qu'on travaillait surtout l'été et ces choses-là. Mais on passait quasiment 6 jours par semaine à faire de la musique à tous les soirs. Parce que sur la baie qui était gelée, la baie de Caraquette, les gens venaient pêcher les perlans, venaient pêcher durant l'hiver. Et à chaque soir, ces gens-là s'amenaient chez nous. Et là, nous, on s'assoyait. Chacun, moi au piano, à l'accordéon, mes frères, mes sœurs. Et là, toute la soirée, on faisait la musique. Il ne faut pas oublier que si on parle de l'histoire ou comment est-ce qu'on a survécu, si on se souvient de la France, par exemple, c'est grâce à des grands auteurs auparavant. Et des gens comme Donat aujourd'hui vont faire que les générations futures, à travers ces textes, vont voir de quelle façon on vivait ici. On est qui, nous? On est des Acadiens. Puis on a quand même une histoire. Il ne faut pas la renier, cette histoire-là. En 1713, leur territoire devenu une colonie britannique, les Acadiens refusent de se soumettre. Ils sont alors déportés massivement dès 1755 vers l'Europe, les colonies américaines et plus tard la Louisiane. Ils mourront par milliers avant de retrouver une terre où vivre en paix des deux côtés de la baie. On reconnaît les Acadiens au drapeau français décoré d'une étoile jaune de la Vierge qui flotte devant leur maison. Ce crime d'État, que l'on surnomme le Grand Dérangement, hante encore la mémoire de leur diaspora. On pense toujours que c'est seulement au Nouveau-Brunswick, mais les Acadiens, il en a dans toutes les maritimes. Et les Acadiens, eux, se sont dispersés. C'était la guerre, puis il va en avoir partout. En Gaspésie, là, c'est une arrivée massive. Ça va être la première structure de peuplement permanente qu'il va avoir en Gaspésie. C'est comme une grande diaspora. Les Acadiens, ils savent toujours leur lignage. Comme moi, je suis Edwige à Valmont, à Siméon, à Belle, à Jean, à Benjamin, à René, à Daniel. C'est ça. Les Acadiens, c'est ça qu'on a. Nous avons un lignage, c'est ce qui nous reste. Parce que la déportation, on a été comme stigmatisés. Je veux dire, on a perdu nos terres, on a perdu... C'est un génocide, hein? On a voulu effacer toute trace, tant matériel, les archives, on a tout effacé. Les étoiles étaient dans le ciel, toi dans les bras de Gabriel. Il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner, et tu allais te marier dans la plus belle des robes blanches. Mais les Anglais sont arrivés dans l'église et sont enfermés tous les hommes de ton village. Aimé Lacroix interprète toujours avec la même émotion Évangéline, une chanson qui raconte la quête d'une femme à la recherche de son fiancé, perdu dans la tempête de l'histoire. Et moi, quand je l'interprète, oui, je la vis intensément. C'est comme si on était dedans, dans la déportation. Comme si j'étais Évangéline qui pleure après son Gabriel. Puis ça représente, disons, toute cette dramatique qu'on a vécue, nos ancêtres ont vécu. Le 8 juillet 1760, le rêve d'une Amérique française sombre dans les eaux noires de la rivière Ristigouche, tout au bout de la baie. Moins d'un an après la chute de Québec, c'est ici qu'a lieu la dernière bataille navale entre la France et l'Angleterre. 2 siècles plus tard, des archéologues, parmi lesquels Michel Bugeaud, retrouvent par le fond les restes de la frégate française, le Machot.
L'épave a été retrouvée en l'hiver 68-69. En 69, l'été 69, on a fait déjà commencé des fouilles. Il fallait travailler dans l'obscurité. Souvent, je dirais même jusqu'à 50% du temps, c'était obscurité totale. On ne pouvait pas voir si on était le jour ou la nuit. On pouvait passer pendant 2-3 heures sous l'eau sans savoir où on était, où était le haut et le bas. On ne pouvait rien voir. Ça a été le début, vraiment un des grands débuts de l'archéologie sous-marine ici au Canada. Et puis le fait qu'on a travaillé sur cette épave ici, le Machot, sur le plan mondial, c'était vraiment c'était un lieu de recherche où on a souvent, même aujourd'hui, on utilise des techniques en archéologie sous-marine que nous, on a développées ici. OK, Michel. Descendre le crochet. Si on regarde cette série de pièces ici, juste ici à côté, ce sont 2 pompes de cale qu'on a retrouvées lors des fouilles archéologiques. Vous avez juste en face ici la carlingue, on a les bordées intérieures du bois, du navire avec tous ces membrures. Alors, ce sont tous des pièces qu'on a retrouvées. Installés dans la baie depuis plus de 4000 ans, les Indiens Micmacs seront les spectateurs impuissants des guerres coloniales qui déchirent leurs terres. À Eel River Bar, un tipi d'architecture futuriste abrite un projet destiné à présenter la culture autochtone en matière de plantes médicinales. Un symbole pour ce peuple dont les traditions sont menacées. Le projet nous parle de la relation très particulière que notre peuple avait avec la terre. C'est un beau bâtiment, mais c'est surtout un lieu de spiritualité qui signifie beaucoup pour nous. On nous a rassemblés et on nous a placés sur de petites étendues de terrain appelées des réserves. Et le Canada nous a donné des aumônes. Mais les aumônes ne sont pas bonnes pour nous. Elles tuent notre peuple. Ce projet est très important. Il va peut-être nous aider à retrouver la place qui était la nôtre, tout autour de la baie des Chaleurs. Dans sa maison, face à la baie, la maman de Gordon tresse des paniers. C'est là qu'elle nous a reçus. Un privilège, car les Autochtones n'aiment guère être filmés. Margaret a reçu la médaille du Canada, la plus haute distinction dans ce pays, en reconnaissance des services rendus à sa nation. Elle n'a aucune animosité envers les Blancs qui ont conquis son territoire il y a 4 siècles. J'ai reçu pas mal de décorations. Je ne sais pas combien. Je ne pourrais pas le dire. Je crois que c'est parce que j'ai contribué à préserver notre langue, notre culture. Oui, c'est pour ça. Nous avons dû apprendre à vivre ensemble. Vous savez, personne n'a rien pris aux autres. Nous sommes heureux d'avoir des voisins. Et je crois qu'ils sont heureux de nous avoir aussi. Vous savez, ce n'est pas qu'on est meilleur que les autres, mais nous sommes différents. On ne peut pas être tous pareils. L'hiver, la route qui longe le littoral gaspésien est uniformément blanche. La baie des Chaleurs porte mal son nom. L'activité des habitants est réduite. Le temps s'arrête, le froid fige les eaux et la terre. En haut du phare de Cap d'Espoir, nul bateau n'est en vue. Ce matin, c'est vrai qu'on ne voyait pas de glace. Hier aussi, on n'en voyait pas. C'est les courants qui la transportent avec les marées entrantes, les marées sortantes. J'aime la région l'hiver, c'est le calme. C'est une belle place l'hiver. C'est un petit coin de paradis. Anciennement, il y avait un phare ici qui a été construit, je crois, en 1873 ou 1875, qui a été démoli pour laisser place à celui-ci. Alors, Cap d'Espoir est en grand besoin de peinture, quoique la structure est saine. On ne voit pas de problème majeur sur la structure, mais par contre, on est en grand besoin de peinture, effectivement. Près d'Escuminac, la baie se rétrécit et gèle en profondeur. Les hommes ont installé leurs cabanes pour la saison et attrapent l'éperlan sous la glace.
Dans les petits ports, les bateaux des pêcheurs sont immobilisés pendant plusieurs mois. Le village de Bonaventure, fondé par des colons acadiens, vit lui aussi au ralenti. Bonaventure a été un petit port naturel depuis très très longtemps parce qu'il y avait une rivière. Mais les pêcheurs font un peu ce que nos ancêtres faisaient. Hein? Quand on a été déportés, là, les familles étaient divisées. Quand ça a réussi à se rassembler ou se remarier, puis dans les petits villages, j'appelle ça village encore, la ville de Bonaventure, comme toutes les places dans la baie de Chaleur, les gens se font beaucoup de bénévolat. Et moi, je crois toujours que le fait de faire du bénévolat, tu crées, je dirais pas une société, mais une communauté où il fait bon vivre. Chacun se préoccupe de l'autre. D'accord, on sait avec qui le grand Joe a couché le soir d'avant, mais par contre, tu as besoin du grand Joe ou d'un autre, il est prêt à venir t'aider. Les gens se partagent beaucoup. Quand il y a une mortalité ici, les voisins, la parenté, ça arrive avec des vivres, de l'épicerie. C'est comme si c'était leur propre famille. Et ça se fait à Bonaventure, dans bien des places ailleurs. Parfois, les villageois s'inventent des passe-temps inattendus. Dans l'église, Marcel Arsenault a reconstruit son village en miniature tel qu'il était autrefois. Retenir le passé est ici une véritable obsession, presque un mode de vie. J'ai intégré dans ce petit village-là quelques maisons qui sont réelles ou des maisons typiques de la région. Ici, on appelle ça le Boom Town. Ça représente beaucoup l'architecture des magasins Robin, qui était très présente dans la région dans les années 1900. Mon but premier, c'était de m'amuser, si on veut. Mais ça m'a créé un emploi. Ça a été intéressant pour moi. Ça a été une belle étape de ma vie. Ouais, les bordeaux sont placés un par un. J'ai aucune autre méthode. Mais c'est comme tricoter un peu. Quand je voyais ma mère tricoter un chandail, c'était maille par maille. Puis il n'y a pas d'autres méthodes dans ce temps-là non plus. Sur une petite maison comme ça, je vais mettre à peu près 75 heures. Là. C'est long, mais c'est mon passe-temps. J'imagine c'est comme quelqu'un qui joue au golf. Plus il joue longtemps, mieux que c'est. C'est ma façon à moi de participer, qui donne quelque chose à la communauté. C'est aussi simple que ça. En même temps, c'est mon plaisir. Lynn et Sylvain sont pêcheurs. Chez eux, la mer est omniprésente, même en plein hiver. Et chacun prépare l'été à sa manière. Nous débutions, fait que c'est moi qui est allé pêcher avec mon conjoint pour garder le salaire à la maison. Et j'ai pêché 13 ans avec lui. Mais à partir de ça, moi, j'ai toujours été attirée par les étoiles de mer. J'ai commencé à cueillir des étoiles de mer, les faire sécher, puis je les accumulais. Alors, il y a 3 ans, j'ai décidé d'en faire une entreprise. Il y en a des artistes qui utilisent un peu d'étoiles de mer, mais ils n'ont jamais pensé à faire ça parce qu'ils n'ont pas la quantité suffisante. Moi, ça vient à moi, ça tombe à mes pieds, je marche dedans. La nature s'est réveillée en quelques jours. La saison sera courte et Lynn profite des sorties en mer de Sylvain pour récolter ses petites étoiles de mer.
On lève les casiers, s'il y a du homard, on cueille le homard. Du crabe, on le rejette à la mer, puis on met de la pomme fraîche toujours, donc pour attirer le homard. Puis moi, je ramasse les étoiles de mer. Comme vous voyez, des matins, c'est très abondant. Aujourd'hui, la cueillette est vraiment bonne, mais j'aurais jamais pensé qu'une fois adulte, je ferais ça encore. Au phare de Cap d'Espoir, Raymond s'est mis au travail. Présentement, on est en train de refaire notre phare, de donner une apparence d'une bâtisse neuve. Comme s'il avait été construit hier. Mais par contre, il n'est pas d'hier, il est de 1939. On va faire notre possible. Alors, c'est ce que je fais présentement. Le phare va être repeint avant la fin de l'été. De l'extérieur au moins. Ensuite, j'aimerais attaquer l'intérieur aussi, mais plus tard dans la saison. Il n'y a pas de meilleure place sur la planète, pour moi. Je suis comme un millionnaire sans en être un. Percé est la capitale touristique de la Gaspésie. Nous y retrouvons son maire, Georges Mamolonnet, notre première rencontre sur le sol québécois. Avec les beaux jours, il a repris son activité de restaurateur, mais il a également mis au point une technique révolutionnaire qui lui permet de conserver les homards sous la mer, au pied du fameux rocher. La technique, c'est vraiment une technique de conservation pour avoir du homard frais à toutes les saisons. C'est des cages sur lesquelles on met le homard. Tout l'été, pendant le réchauffement de l'eau, on le nourrit. Puis après ça, à partir du mois de septembre, on peut le laisser tout l'hiver sans problème. Il va se conserver comme il faut. Vous voyez, ils sont quand même assez frais. Ils sont en pleine forme comme ça tout l'été. Les petites femelles d'une bécave. Et là, on va les amener aux clients. Au Nouveau-Brunswick, la baie s'étend de l'embouchure de la Ristigouche jusqu'aux îles lointaines de Lamec et Miscou. Les communautés anglophones et francophones s'y côtoient tout au long des 240 km du littoral. À Tide Head, les chantiers Sharp fabriquent les plus fameux canoës de rivière du Canada, sur le modèle de ceux qu'utilisaient les Indiens. Chaque pièce de chaque canoë est assemblée à la main. C'est un très long travail, mais c'est indispensable. Ça, c'est notre tout nouveau modèle. C'est un canoë de près de 7 mètres. On l'utilise surtout dans le nord. Et les autochtones s'en servaient pour transporter les peaux et les fourrures. Il est entièrement construit en bois de cèdre qui provient de la région. La princesse Diana en a reçu un en miniature lorsqu'elle est venue ici en 1982. Nous en expédions dans tous les États américains, en Irlande également, mais pas encore en France, autant que je sache. Mais ça viendra peut-être. Caraquet est la capitale culturelle de la côte. L'été, Margot Haché guide les visiteurs du village historique, actuellement endormi sous la neige. Les bâtiments authentiques ont été déplacés dans un site protégé. Ici, l'Odyssée acadienne a forgé l'identité de toute la population.
Bien là, on arrive au centre du village, au village acadien. On a, à ma gauche, on a la taverne. Puis après ça, juste en face, on a la forge. Puis normalement, il y a un petit chemin d'ouvert ici. Puis là, on va voir la menuiserie. Ça, c'est vous allez voir, c'est un petit magasin général, juste ici. Puis, c'est marqué Chasse J.L. Godin. Chasse, c'est pour Charles, Jean-Louis Godin. Un magasin qui a été ouvert jusqu'en 1973. Puis c'est un magasin qui était juste en biais de chez moi quand j'étais jeune fille. Alors, je me rendais dans ce magasin-là pour acheter des petites friandises. Alors, c'est un beau souvenir pour moi, en plus de travailler ici. Des moutons, c'est nous qui la gardons. La laine des moutons, c'est nous qui la gardons. Gardons, gardons. Alors, tout au long de l'été, les gens vont vivre comme on le faisait à l'époque. On essaye de rester aussi fidèle que possible à la manière que les gens vivaient. Ce passé que Margot réveille chaque saison est celui d'une Acadie devenue anglaise, dont la prospérité viendra une fois encore de la mer. L'étonnante histoire d'un empire fondé sur le commerce du poisson et d'un système qui annonce les premiers âges du capitalisme. Nous allons peupler cette baie des Chaleurs, découverte par Jacques Cartier, et arrive, n'est-ce pas, avec la prise du Canada par les Britanniques, arrivent, si vous voulez, les grands gestionnaires de cette baie-là, si vous me permettez l'expression, les Robert. Ces marchands de poissons des îles anglo-normandes de Jersey, et qui vont s'installer tout le tour de la baie des Chaleurs. Et des Acadiens qui ont fui la déportation, qui sont sur le littoral, deviennent du jour au lendemain une main-d'œuvre, n'est-ce pas, docile, n'ayant pas tellement le choix que de devenir ni plus ni moins les esclaves de ces marchands qui, écoutez, fin 18e, à y aller jusqu'en 1950, et même fin des années 1950, vont exploiter finalement ce plan d'eau. Et les gens qui pêchent pour ces compagnies-là, évidemment, ce sont sur leur bateau. Ils ne nous payent pas en argent, mais ils vont nous payer avec des jetons. Et ces jetons-là ne sont échangeables qu'à leur magasin. Ça fait, ils fixent les prix sur le poisson et sur les denrées que tu as besoin. Or, ça ne fait pas, évidemment, des économies très fortes. Et c'est pour cette raison-là que des régions tant acadiennes que gaspésiennes, pendant longtemps, ont été considérées des régions assez pauvres. Près de Percé, notre bûcheron Rémi Cloutier est devenu guide dans cet authentique magasin hérité de son père. Un magasin comme ça, c'est un magasin général. Puis le but d'un magasin général comme ça, c'est de vendre tout ce que les pêcheurs pouvaient avoir besoin. Puis il fonctionnait avec un système de troc. On change du poisson contre de la farine. Donc les pêcheurs qui venaient ici, qui avaient commencé à faire du troc avec la compagnie Robin, étaient pris à faire facturer durant tout l'hiver, faire marquer les choses durant tout l'hiver, pouvoir passer l'hiver. Puis au printemps, ils se devaient à la compagnie. Le plus gros montant que la caisse peut marquer, c'est 4,95. Puis vous savez que 4,95, c'était un très gros montant dans ce temps-là. Pensez-y, les pêcheurs gagnaient de 50 à 75 sous par jour. C'est pas n'importe quoi. Ici, ça donne bien, on a justement un compte de barge d'un pêcheur qui pêchait ici en 1895. Puis ce monsieur-là s'appelait Pierre Anderson. Ça, c'est toutes les choses qu'il a pris pour se nourrir durant l'hiver. Il avait pris pour 159 pièces et 10 de poisson. En 1895, c'est du poisson. Puis son compte de barge, c'est 159 pièces et 10. Ben pensez, sa femme a été gaspilleuse. Ouais.
Il y en avait des gaspilleuses dans ce temps-là. Puis devinez qu'est-ce qu'elle voulait avoir, là, pour son cadeau de Noël, pas n'importe quoi, là. Un set de vaisselle, tabarnouche, puis un Johnson Brothers, hein, du grand luxe. Ça fait que le pauvre Pierre est encore pris pour s'endetter. Depuis quelques jours, Caraquette grelotte. La tempête de neige paralyse tout et le thermomètre marque moins 36 degrés avec le vent. Le facteur éolien, comme on dit ici. Dernière étape de notre balade hivernale, l'île Miscou. De mon ancêtre, né de la mer et du vent. Je suis le cœur. Chez Patrick et Roger Lantaigne, comme chez tous les habitants de cette pointe extrême du territoire, le homard est roi. Et Patrick, le père, se souvient sans nostalgie des campagnes de pêche d'autrefois. Oh mon Dieu, c'était top avant. C'était tout à... On va dire, il n'y avait pas de machinerie, tu faisais ça de tes mains. Nous autres, on commençait à la rame, ramer, tendre des trappes à la rame. On allait le matin au large, on s'en venait le soir, on avait des gales sur les fesses, c'était grande mer. Ici, à force de ramer. Hein. Moi, j'avais 14 ans. 14 ans, quand j'ai monté pour travailler vraiment, quand j'ai voulu embarquer avec lui, lâcher l'école. Mais quand j'ai embarqué avec mon père, c'était un petit peu plus moderne. Bien des fois, on n'achetait pas de licence, on pêchait. Puis le homard, là, quand on a commencé, là, ben, on ne mesurait pas le homard. On envoyait ça, là. Les mères, les pères, on ne garde pas ça. Parce que les mères, il faut qu'ils envoient ça à l'eau, puis pas 8 pouces, hein? Ouais. Envoyant ça à l'eau. Quand commence le printemps, là, c'est comme la vie revient, là, on dirait. C'est le temps qu'on sort, c'est comme les marmottes, là. Faut sortir, le monde parle, on va sur le quai. C'est là que le café, là. Sur le quai, là, on parle, puis quand on s'en va avec nos bateaux, on dirait, la vie reprend. Là, il faut que je prenne la mesure. Comme là, il rentre de l'œil. La mesure, ça se donne en 68,5 mm. Si que je l'envoie, je le mets dans l'œil, puis ici, puis s'il rentre dedans, mais il n'est pas bon. Il faut le mettre à l'eau. La saison de pêche dépend des migrations des bancs de poissons, des homards et autres crabes des neiges. Mais la mer est de moins en moins généreuse. Il faut respecter les quotas si l'on veut préserver la ressource et garantir l'avenir. D'un village à l'autre, la baie est une mosaïque de cultures illustrée par le vocabulaire coloré des habitants. Antoine Landry les imite à merveille. Nos parents qui faisaient la pêche avaient un langage particulier. Ils avaient un langage marin, des termes marins. Vous seriez arrivé ici, puis vous auriez accueilli les pêcheurs sur le quai, tu pourrais dire « Ben voyons, toi, d'ailleurs, ce que t'as reçu, toi! T'as bien dit ce que t'as viandé hier soir, toi, je t'ai bien vu, t'as viandé en bain des vents de Noël. T'as bien rien compris que je t'ai viandé, là. Hein? » Et là, vous arrivez un peu plus loin, d'autres petits villages à côté ici. Eux font la pêche aux mollusques et les coques. Alors, à un moment donné, j'avais ce personnage ici, c'est monsieur âgé qui me dit « Ah, ben, t'aurais dit, ouais, mon petit garçon en train de pêcher des coques, il vient sa petite blonde avec lui, puis elle vient rien, qui est une petite jupe, là, puis quand elle se penche, il en part en avant, t'y voyant toute la fondue. » Et là, un peu plus loin, on se rapproche des régions du Sud, où qui mêlent les anglicismes. Et à Baie-Sainte-Anne, tu jurais que tout le monde parle anglais.
Mais ils parlent pas anglais, mais ils ont toute la langue tordue comme les Anglais. Et c'est des régionalistes. Comme partout à travers le monde, vous avez des régionalismes. Comme à Paquetteville, qui est à 15 km, ils disent différentes choses comme une punch. Ah, Maisonnette, ici, du Héron. C'est pas du Héron, c'est du Héron. Vous savez, mais c'est vrai que chaque petite région a des particularités. Oui. Chansonnier, acteur de théâtre, pêcheur, Donat Lacroix n'oublie pas, l'été venu, de retrouver le chemin de la forêt car lui aussi est bûcheron à ses heures. Il y a des cottins d'orignaux, là. Voilà. Attendez, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de bêtes ici, regarde ça. Mon bois, moi, il est déjà coupé pour l'an prochain, OK? Mais cet automne, là, dans la lune noire, que les vieux disent, c'est la nouvelle lune. On a 3 jours, là. Sur le calendrier, vous voyez une lune qui est peinturée en noir, là. C'est la nouvelle lune. Cette journée-là, et 2 jours après, c'est le temps de jeter les arbres en bas. Tu peux les laisser là avec les branches dessus. Et ça fait du bon bois, ça sèche vite. Alors, il y a l'homme des bois, puis il y a l'homme de théâtre. Et, là, on est en train de monter au Pays de la Sagouine le roman d'Anthony de Maillet, Pélagie la Charrette, et, pour cet été. Alors, je m'occupe. En été, et malgré la distance qui sépare la Gaspésie du cœur vital du pays, les Québécois et les touristes sont chaque année plus nombreux à découvrir cette lointaine région atlantique. Quant à Rémi Cloutier, il a revêtu son costume du début du siècle et peaufiné son numéro pour les touristes. Bonjour. Hey, des nouveaux arrivants viennent d'arriver sur le bord de la côte. Ils viennent s'installer et veulent coloniser la Gaspésie. Là. Pas vrai? Ça se peut-tu? Hey, des familles complètes. Ben oui, ça n'a pas de bon sens. Venez vous en coucher un petit peu, là. On est prêts à vous recevoir. C'est la place en masse. On a la place pour tout le monde. On a tout ce qu'il faut, je vous le dis, hein? Est-ce que vous autres, vous avez déjà entendu parler de la farine Robin Hood? Oui. Oui? De quoi est-ce qu'ils auraient pu bien faire avec le tissu des poches de farine vide? Des vêtements. Oui, des lèvres à vaisselle, ouais, des choses comme ça. Tête d'oreiller. Mais même monsieur, j'ai entendu dire qu'il y avait des femmes qui se faisaient des petites culottes avec ça. C'est quoi ça? C'est pas un débouche-toilette, cette affaire-là, hein? C'était un pilon pour laver le linge. Un pilon pour laver le linge avec une belle cuve qui est titre 98 cents. Ah ben, je vous le dis, il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. Le clou de la visite reste Percé et l'île de Bonaventure. Après 30 minutes de traversée, la surprise est de taille. L'île abrite la 2e plus grande colonie de fous de bassan au monde. Plus de 50 000 couples séjournent ici, du printemps à l'automne. Les fous vont arriver fin mars, début avril. La ponte a lieu à peu près à la mi-mai, donc 43 jours d'incubation. Là, ça va nous emmener à ce que les œufs vont tous éclore à peu près fin juin, début juillet. Les fous sont là en même temps que la disponibilité de la nourriture qui est là. Les fous arrivent, le hareng est là, on élève les petits, le capelan est là, on est au mois d'août, le maquereau est là, en septembre, le hareng est revenu. Et tout ça est synchronisé dans une période de temps bien précise. Initialement, c'est la colonie de fous de bassin la plus accessible mondialement. Nulle part ailleurs on peut les approcher d'aussi près, d'où un spectacle là, qui est à chaque jour réinventé. Ça fait des belles petites promenades, surtout quand il fait beau comme ça, l'été commence. C'est vrai que l'hiver, les lumières sont tellement exceptionnelles. Là. L'été, le blanc disparaît, c'est du vert partout à profusion. Donc on a vraiment complètement autre chose comme pays. Encore 2 mois et ça va faire 30 ans que je suis au Québec. Là, on ne peut pas regretter d'être ici, là, franchement. Et quand on connaît les conditions de vie de certains citadins, là, je pense qu'ici on est quand même très privilégiés, très chanceux.
Sur la Ristigouche, Barry Sharp a sorti ses canoës. En été, la rivière est transfigurée et les paysages somptueux. La Ristigouche a été élue par le passé meilleure rivière à saumon du monde. Aujourd'hui, je pense qu'elle figure encore dans les 10 premières. C'est une très belle rivière pour les pêcheurs. Quand j'étais gamin, c'est ce que je faisais toutes les fins de semaine. Je partais avec le canoë et je parcourais 60-80 km aller-retour, juste pour le plaisir. J'ai vécu à Toronto pendant 3 ans, mais je n'avais pas d'autre idée en tête que de revenir à la maison pour pêcher sur la rivière. Alors je suis revenu ici. On gagne moins d'argent, mais la vie est tellement plus facile. Il faut rentrer pour être heureux.